Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel update lecture où je vais vous présenter, comme à mon habitude, 3 de mes dernières lectures. Si vous entendez quelques petits bruits, quelques petits soupirs, c'est parce que Yazos dort là sur le canapé à côté de moi. Vous le voyez pas sur la vidéo, il est un petit peu plus loin, mais il est en train de dormir, mais des fois il pousse des petits soupirs de contentement parce qu'il fait chaud et que ici dans la bibliothèque c'est la pièce la plus fraîche de la maison et qu'il apprécie bien d'être là. Bref, dans un premier temps, je voudrais vous parler de The Girl at Midnight, le tome 2 par Melissa Gray et paru chez Pocket Jeunesse. J'avais lu le tome 1 il y a un moment déjà, et j'avoue que lorsque j'ai commencé le tome 2, la plupart de mes souvenirs s'étaient envolés. Je me souvenais juste des personnages, parce que je me souviens que les personnages m'avaient beaucoup marqué, m'avaient beaucoup amusé, mais l'histoire en elle-même, mis à part que l'on a un peuple oiseau appelé les Avicennes et un peuple dragon appelé les Dracarines, j'avoue que je me souvenais plus exactement. On avait Echo au milieu qui était une jeune humaine qui avait été recueillie par l'une des femmes oiseaux du peuple oiseau, donc elle vivait plus ou moins avec eux, elle était orpheline, elle s'occupait des enfants là-bas. Je me souvenais plus, je me souvenais vaguement qu'il y avait une quête pour retrouver l'oiseau de feu qui est un artefact permettant de mettre fin à la guerre entre les Dracarines et les Avicennes. Bref, ça c'est le synopsis du tome 1, donc mes souvenirs étaient vraiment légers, donc au moins comme ça vous a donné un petit peu de quoi parle cette histoire qui est du fantastique. Donc le début de ce roman était quelque peu laborieux puisqu'il a fallu que je me rappelle un petit peu ce qu'il en était. J'avoue que j'ai complètement oublié les détails, mais dans les grandes lignes je m'y suis repérée, j'ai retrouvé les personnages, donc au final ça va, j'ai réussi à retomber sur mes pieds, et là encore j'ai beaucoup apprécié ma lecture de ce deuxième tome. C'est pas un coup de cœur, c'est pas un roman qui est sans défaut, je ne sais même pas exactement vous expliquer pourquoi. Peut-être que ça manque un peu de rebondissement pour moi. Après c'est un roman jeunesse, donc c'est normal qu'il n'y ait pas des rebondissements dans tous les sens, mais encore une fois ça a été une excellente lecture, et ce que je note c'est que encore une fois les personnages sont vraiment très très bons. On a d'abord Echo, qui donc, comme je vous le disais, est la jeune humaine qui a été recueillie par les Avicennes, mais qui finalement n'a jamais été non plus réellement acceptée par tout le monde, ça dépend des gens. C'est un personnage, bon, c'est l'héroïne dans toute sa splendeur, elle répond au code du genre de la jeunesse, mais c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, et autour d'elle va graviter, et bien dans ce tome 2 surtout, un Avicenne, son ami d'enfance qui est Rohan, qui, voilà, que j'aime bien, mais qui n'est pas un personnage d'une profondeur exceptionnelle. Et vous avez aussi le personnage de Caius, qui est un Dracarine, qui va lui aussi être en orbite autour d'elle, que j'apprécie déjà beaucoup plus, peut-être parce qu'il est un petit peu plus mystérieux, un peu plus torturé, même si là encore, une fois, il correspond au code du genre, et bah, comme vous pouvez vous en douter, il y a le fameux triangle amoureux qui, moi, me gonfle. Mais bon, voilà, c'est un jeunesse, il faut faire avec. Vous avez aussi en personnage toujours typique du genre Ivy, la meilleure amie d'Echo, qui est, comme la plupart du temps, un personnage assez lumineux qui apporte beaucoup au roman. Et vous avez deux autres personnages que sont Jasper et Dorian, un Avicenne et un Dracarine, qui eux sont certainement mes préférés, les plus touchants. C'est des personnages presque secondaires, mais à la rigueur pour moi ce sont parmi les personnages les plus fouillés. L'intrigue du tome 2, évidemment je ne vais pas vous la raconter. On avance toujours dans l'histoire et j'avoue que la fin du tome 2 donne réellement envie de découvrir le troisième et dernier tome de cette histoire. Je ne sais absolument pas quand est-ce qu'il sort. J'avoue que ce tome 2 est quand même bien fait dans le sens où on n'a pas réellement un tome de transition, l'histoire continue bien, il se passe des choses, alors des fois peut-être que ça pourrait bouger un petit peu plus, des fois il y a certainement quelques facilités dans le scénario, mais dans l'ensemble ça se lit bien, ça se lit vite, ça bouge quand même, on n'est pas en plan, on n'est pas en train d'attendre qu'arrive le troisième tome. L'histoire évolue, elle évolue même énormément, donc c'est un deuxième tome qui est à la hauteur du premier, et si vous avez aimé le premier, je pense que ce deuxième tome pourra vous plaire. Après, pour ceux qui n'ont pas commencé, c'est un roman fantastique jeunesse, il faut vous attendre à ce qu'il corresponde au code du genre. Malgré tout, je trouve que l'univers est riche, c'est très original avec ce peuple oiseau et ce peuple dragon, je trouve ça très très sympa, et donc je lirai le troisième et dernier tome avec grand plaisir. Je voudrais ensuite vous parler du pâtissier de mes rêves par, je ne sais plus, j'ai oublié l'auteur, Nanatsuki, je ne sais plus, est paru aux éditions
Akata. Alors en fait j'étais particulièrement étonnée de recevoir ce livre, je ne l'ai pas commandé donc je ne sais pas si c'est un gain de concours, mais je me souviens pas avoir participé à ce concours ou si c'est la maison d'édition qui me l'a envoyé, je n'ai aucun souvenir, mais comme je l'ai reçu, je l'ai lu, d'autant plus qu'il fait 250 pages, il va très vite à lire, donc même s'il me sort complètement de mes sentiers battus, eh bien j'avoue que je l'ai lu, c'est très léger, c'est très gourmand, donc pour l'été, moi je dis pourquoi pas. Donc en fait nous sommes ici dans une novélisation d'un manga, d'un shoujo plus particulièrement, où nous allons rencontrer Miyu qui est une lycéenne passionnée de pâtisserie, et cette passion va l'amener à découvrir un jeune garçon de son école, Hayato, qui lui aussi est passionné de pâtisserie. Comme vous pouvez le voir, on change largement de ce que je lis d'habitude. Mais une fois encore, comme je viens de vous le dire, si vous recherchez de la légèreté et de la gourmandise pour cet été, croyez-moi, ce livre va remplir son rôle à la perfection. On va pas se cacher ici, ce qui porte surtout le roman, outre ces pâtisseries, c'est quand même difficile en étant français de pas être séduit par autant de gourmandise, ce sont les personnages. Il faut le dire, ils sont quand même réussis chacun à leur façon, alors n'oublions pas que c'est une novélisation de manga, ils sont pas non plus extrêmement fouillés, mais on a d'un côté Hayato qui est un garçon froid et un peu mystérieux au premier abord, sauf que au fur et à mesure il va apprendre à s'ouvrir, il va évoluer. Et surtout, on a les explications de pourquoi il est aussi froid, notamment envers les filles, ce qui fait qu'on le comprend quand même, et c'est assez intéressant à suivre, même s'il est légèrement caricatural, on va pas se voiler la face. Quant à Miyu, c'est une jeune adolescente qui a tout de la jeune adolescente avec ses premiers émois, et surtout qui a tout de la caricature du personnage de manga, mais bon, moi comme j'en lis pas tous les jours, j'avoue que ça m'a fait beaucoup rire et que je l'ai suivi finalement avec énormément de plaisir. Et puis il y a toujours le fait d'être catapulté dans le Japon, ça se passe dans un lycée japonais, puis en dehors du lycée, et donc on se retrouve avec un cadre de vie totalement japonais. Moi je suis particulièrement passionnée par le Japon, donc j'aime beaucoup finalement me retrouver comme ça dans toute cette sphère, dans tout cet univers qui nous change un petit peu. Du coup moi l'atmosphère m'a beaucoup plu, même si encore une fois je pense que pour ceux qui sont habitués au manga, elle est totalement typique et ne casse pas trois pattes à un canard. Par contre, contrairement à ce que laisse sous-entendre la quatrième de couverture, ici on va pas tourner vers la romance, j'irais plutôt qu'on a les bases d'une solide relation d'amitié, et c'est ce que j'ai plutôt apprécié parce que du coup on n'a pas des personnages gnangnan et niais au possible, puisque finalement ce qui va les mener l'un vers l'autre au début, c'est une belle relation d'amitié. C'est un roman qui est un tome unique à la base, sauf que je crois que du coup il y a eu un deuxième tome d'écrit, mais vous pouvez vous arrêter à ce premier tome, et je suppose donc que le deuxième tome va voir l'évolution de la relation entre les deux personnages, et donc peut-être que vous aurez une romance dans le deuxième tome, mais en tout cas ce n'est pas le cas dans le premier. Je dois aussi noter que dans ce livre on va parler pâtisserie, notamment pâtisserie française, évidemment, chauvinisme, attention, mais vous avez aussi quelques petits encarts des fois parce qu'elle va vous parler de certains gâteaux, et en fait elle vous fait des petits encarts où elle vous explique l'histoire des gâteaux, et c'est très rigolo au final de voir que chaque gâteau a un petit peu son histoire, pourquoi il s'appelle comme ça, de quelle époque il date, etc. Moi ça m'a fait mourir de rire, je connaissais pas du tout, et j'ai trouvé ça rigolo, c'est toujours intéressant à lire, et c'est un petit plus que personnellement j'ai beaucoup apprécié, même si ce livre a un sacré gros défaut, c'est qu'il vous donne envie de bouffer des pâtisseries à longueur de temps, il donne super faim, à tel point que je l'ai commencé, et elle arrive, vous allez voir à un moment, elle mange un fraisier, j'ai arrêté ma lecture, j'ai été faire les cours, j'ai acheté des ingrédients et j'ai fait un fraisier, j'y ai quand même passé 4 ou 5 heures, juste à cause de ce putain de bouquin, moi qui ne cuisine jamais et qui déteste ça, pour vous dire quand même à quel point le côté gourmand ressort vachement à la lecture. Après, on va pas se le cacher, côté scénario, ce n'est pas vraiment le scénario de l'année, ce n'est pas le roman de l'année, mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'il n'est pas réellement fait pour ça. Il y a même un moment, parce qu'on parle harcèlement scolaire dans ce livre aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est un sujet qui est quand même abordé, et donc à un moment, eh bien Miyu va recevoir un étrange mail qui est plus ou moins un message codé, et je peux vous dire que l'explication du mail est pour le moins capillotractée, hein. C'est pas non plus voilà, ça m'a laissé un peu ah ouais, bon, voilà. Donc niveau scénario, on peut pas dire que ce soit, voilà, la découverte du moment.
mais encore une fois, il n'est pas fait pour ça, je pense. Il est fait pour prendre un petit moment de légèreté et de gourmandise quand vous voulez lire au soleil, pour ne pas vous prendre la tête, pour suivre deux personnages rigolos, dans le style shoujo, dans le pur style shoujo. Donc si vous aimez les shoujo, moi je n'y connais absolument rien, mais peut-être que cette novélisation pourra fortement vous plaire. Si vous êtes comme moi, que vous n'y connaissez rien en manga, mais que vous cherchez un peu de fraîcheur et de gourmandise pour cet été, eh bien peut-être aussi que ce roman pourra vous plaire. Ensuite, je voudrais vous parler d'un roman totalement différent, puisqu'il s'agit d'un young adulte contemporain avec Dis-moi si tu souris par Eric Lindstrom et paru aux éditions Nathan. C'est un roman que j'avais mis dans ma wishlist et qui me tentait énormément, et Nat, une de mes amies qui a le blog Les Passions d'Aélie, si je ne vous dis pas de bêtises, je mets son lien en barre d'infos, me l'a offert pour mon anniversaire et je la remercie encore énormément parce que j'ai réellement apprécié cette lecture. C'est une lecture qui me tentait parce qu'on va ici suivre une jeune adolescente qui a, je crois, 16 ans, qui s'appelle Parker et qui est atteinte de cécité, et c'est donc pour cela que je voulais me pencher sur ce roman. Alors ce genre de livre, c'est un peu à double tranchant en fonction de la manière dont le sujet est abordé. Des fois, ils sont abordés d'une bonne manière qui apporte énormément au lecteur, et des fois c'est complètement loupé, faut pas se voiler la face. Donc c'est un petit peu des livres à double tranchant pour moi, c'est mon avis, mais pour moi, encore une fois, c'est très personnel. Je trouve que celui-là a été bien mené, le thème est bien exploité et le thème est bien géré. Comme je vous le disais, on suit Parker qui a 16 ans et qui donc est aveugle depuis une dizaine d'années, depuis un accident de voiture qui lui a volé la vue, mais qui lui a aussi volé sa mère. Parker vivait donc seule avec son père, c'était son pilier, c'était tout. Elle avait réappris à vivre comme ça, elle n'en se laissait pas compter, elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Malheureusement, eh bien son père va décéder et elle va du coup tout perdre tous ses repères, et c'est donc sa tante et son oncle qui vont venir vivre chez elle avec son cousin et sa cousine. Elle va le prendre un petit peu comme une intrusion dans sa vie. Elle va être complètement perturbée, et c'est une époque de sa vie où Parker va énormément évoluer sur énormément de points. Sa vie va aussi radicalement changer puisque c'est la rentrée scolaire et que Parker s'aperçoit que son ex-petite amie, qui est coupable de trahison à ses yeux, eh bien a intégré son nouveau lycée. Personnellement, j'ai adoré le personnage de Parker. C'est un personnage très cynique, très caustique, qui n'hésite pas à faire nombre de blagues vaseuses sur sa cécité et qui adore quand cela peut déstabiliser son entourage. Elle cache toutes ses blessures derrière cette apparente froideur et derrière le fait qu'elle va provoquer les gens. Elle porte un bandeau sur les yeux tout le temps. Alors des fois elle a des smileys, des fois elle a des faux yeux sur le bandeau, tout pour provoquer. Elle porte aussi une veste sur laquelle elle a accroché des millions de badges avec des citations sur la vue, le fait de voir, etc. Bref, elle aime bien déstabiliser, elle aime bien provoquer, elle est hyper caustique, elle est hyper cynique. Mais il faut pas se cacher, elle est hyper tête à claque, et je pense que certains lecteurs, ça ne passe pas du tout avec. Moi, elle ne m'a pas dérangée parce que j'ai compris pourquoi l'auteur en avait fait un personnage aussi cynique. C'est une façon de se cacher derrière, mais on va la voir évoluer. Après, je peux comprendre sincèrement qu'elle puisse énerver les gens parce que des fois, elle est tête à claque, elle est égoïste et elle est particulièrement énervante. Il faut pas se voiler la face. Et oui, même si elle est drôle et caustique, elle est très loin d'être parfaite, et d'ailleurs, elle instaure des règles assez drastiques par rapport à sa cécité, et elle ne pardonne pas vraiment aux gens quand les gens, eh bien, enfreignent la plupart du temps, bien malgré eux, ses règles, et parfois elle peut être vraiment très difficile à vivre. Et puis en fait, elle s'est tellement enterrée dans ses problèmes, mais on peut le comprendre, elle a perdu ses deux parents, elle a perdu la vue, elle a perdu beaucoup de choses, mais du coup, eh bien, elle s'enterre un peu dans ses problèmes, ce qui la rend un peu égoïste dans le sens où elle est imperméable aux problèmes des autres, et les autres, la plupart du temps, estimant que ses problèmes sont plus importants, n'osent pas s'ouvrir à elle. Bref, ici c'est tout un sujet qui va être traité aussi, le fait que lorsque vous avez des amis, il faut savoir s'ouvrir à eux sans vous dire qu'ils vivent pire que vous ou autre chose, et non, que la vraie amitié c'est pouvoir s'ouvrir aux gens sans a priori, sans peur, sans rien du tout, et y aller très franchement. Et puis dans ce livre, eh bien, on va voir comment Parker va ouvrir les yeux, sans mauvais jeu de mots, sur certains aspects de sa personnalité, certains aspects qui seront bons, mais certains aspects aussi qui seront pas bons du tout. Et eh bien, elle va devoir l'accepter, et c'est pas facile, et elle va essayer de changer. Et c'est pour ça aussi que je l'ai beaucoup aimé, parce que finalement, si on avait un personnage trop parfait dès le début, il n'y aurait pas d'évolution. C'est pour ça que moi, ça m'a pas dérangé que
Oui, elle est drôle et caustique, mais elle est aussi tête à claque, ça m'a pas vraiment dérangé puisque ça nous permet de la voir évoluer. Et puis faut pas oublier, alors non, ça ne donne pas toutes les excuses du monde, mais faut pas oublier que cette pauvre gamine, elle en chie aussi, et donc ça peut expliquer un peu son cynisme et son apparente froideur. Bref, ce livre en fait c'est une tranche de vie, la tranche de vie d'une adolescente à un moment de sa vie où beaucoup de choses vont être bouleversées, où finalement elle va passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte, où elle va ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et les sujets qui sont traités, outre la cécité, j'ai trouvé qu'ils étaient, ma foi, fort bien menés, notamment le sujet de l'amitié. Vous avez des messages sur l'amour et l'amitié qui sont très bien écrits, qui sont très beaux, et honnêtement, pour des adolescents, j'ai trouvé qu'il est plein de jolis messages, et aussi, il apprend tout simplement aux gens les maladresses que nous, on peut faire par rapport à des personnes qui sont en situation de handicap, quel qu'il soit. Par exemple, la façon dont nous on peut les percevoir qui vont être totalement décalés par rapport à la vérité, par rapport à comment eux perçoivent le monde et les autres. Et malgré le fait que ce ne soit que l'histoire d'une tranche de vie, je ne me suis pas ennuyée 2 minutes bizarrement parce que l'auteur vous met quand même plein de choses. Il arrive plein de choses, vous rencontrez plein de personnages qui sont plus ou moins travaillés, que vous allez plus ou moins apprécier, mais Parker, elle a envie de vivre, elle a envie de se battre, elle est passionnée, elle est notamment passionnée par la course à pied et elle estime que c'est pas sa cécité qui va l'empêcher de courir, ce qui fait que l'auteur a tellement bien construit son récit qu'on le lit page après page et chapitre après chapitre et qu'au final il se dévore, il est assez addictif parce que tout simplement les personnages sont attachants, en tout cas si vous arrivez à vous attacher au personnage de Parker. Ce livre il est frais et il est drôle, mais aussi intelligent et extrêmement émouvant. En plus il est quand même plein d'enseignements et je trouve que c'est une très bonne lecture pour les ados et pour aussi les plus âgés. En tout cas, pour moi, ce fut une excellente lecture. Alors voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouveau point lecture. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez fait de nouvelles découvertes. À tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!